Je vais commencer cette vidéo en vous montrant quelques chiffres. Alors ce sont des chiffres officiels, ce sont des chiffres que j'ai récupérés sur le site de l'INSEE. Et l'on voit à travers la courbe que vous voyez également s'afficher à l'écran, eh bien, le nombre de morts en France pour mars 2020. Et comme vous le voyez, eh bien, ce nombre de morts est inférieur à ce que l'on pouvait observer sur le mois de mars 2019, mais également le mois de mars 2018. Alors, comme vous le savez, moi, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai l'impression que l'on a affaire à ce qu'on a appelé un... Je ne sais pas moi qui suis à l'origine de cette expression, hein, mais un Corona Gate, tout simplement parce que je considère qu'on a affaire non pas au casse du siècle, mais au casse du millénaire. Alors, avant de continuer sur cette direction et puis vous livrer mon point de vue hein, dans la suite de cette vidéo, je vais quand même moduler mon discours par rapport à l'importance de la crise sanitaire, parce que même si effectivement on observe moins de morts sur le mois de mars 2020 par rapport aux années précédentes, ça peut s'expliquer aussi par le fait que les économies soient à l'arrêt complètement, hein, donc il y a forcément peut-être sans doute moins d'accidents de voiture et de choses comme ça. Maintenant, par rapport au contact que j'ai dans le monde médical, et notamment en France, effectivement, la situation dans les hôpitaux, c'est pas reluisant, hein. On a effectivement des soignants qui ne sont pas du tout équipés pour pouvoir soigner les gens correctement, mais également se protéger eux-mêmes dans le cadre de leur travail et de leur action, hein, parce que là, effectivement, on n'est pas dans le cadre d'une guerre, malgré le discours volontairement guerrier hein, de nos élites. On n'est pas dans le cadre d'une guerre classique. Quand on est infirmière et puis qu'on va au front soigner des gens qui ont des bras et des jambes explosés, eh bien on risque soi-même moins sa vie que dans le cadre de soins qui sont destinés à des gens qui sont infectés. Évidemment, vous pourriez peut-être attraper le VIH hein, dans le cadre classique de l'action d'une infirmière, eh bien effectivement elle peut se retrouver infectée hein, en soignant une personne qui est elle-même infectée d'une maladie comme le sida. Par contre, là, on a quand même affaire à un virus donc, qui se répand par les voies aériennes. Donc là, concrètement, eh bien, c'est pas quand même comme des soins de guerre classiques au front. Hein. Vous êtes directement, vous, en tant que soignant, potentiellement sujet à choper cette merde. Et donc, d'où la nécessité d'être bien protégé. Et quand on voit, effectivement, je le répète, les tenues qui sont portées par les soignants en Chine, comparées à nos pauvres tenues en France, écoutez, on a envie de pleurer. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, je savais déjà que la France était devenue une république bananière, mais alors là, on est relégué au rang des pires pays du tiers-monde, hein, très clairement. Bref, donc c'était une parenthèse. Tout ça pour vous dire que effectivement, je reste toujours sur mon ressenti premier. Je considère qu'au final, malgré la virulence du virus, parce que c'est ça aussi que je voulais préciser, hein, on voit bien que dans les hôpitaux, c'est quand même le cirque. On peut se dire, bon, écoutez, il y a une psychose généralisée qui a été orchestrée sur laquelle les élites surfent, hein, je reste là-dessus. Et donc, il y a forcément beaucoup plus de gens qui sont dans une psychose et qui vont à l'hôpital se faire soigner. Hein, par rapport à un rhume, et, entre guillemets, par rapport à un rhume, par rapport à une grippe classique. Mais malgré tout, on a quand même les services d'urgence qui sont pris d'assaut, c'est-à-dire que les lits en réa sont saturés. Hein. Donc de ce point de vue-là, à mon sens, on ne peut pas dire que le virus, ça soit anodin, c'est une grippe classique. Non, il y a quand même, le virus semble quand même assez virulent. Ceci étant dit, on a quand même un taux de mortalité qui reste faible. Et ça, c'est les faits, notamment à travers cette courbe de l'INSEE que je viens de vous présenter en début de vidéo, mais aussi quand on regarde les chiffres au niveau des pays de l'Est, par exemple, hein, en Bulgarie, eh bien, ça n'évolue pas beaucoup plus que ça. Donc, j'en reviens toujours à mon postulat de base. Je pense qu'on a affaire à une grosse machination. Donc, effectivement, on a eu un virus qui est ce qu'il est, hein, qui est virulent et qui crée quand même des problèmes, hein, puisque évidemment, comme je le dis, les lits en réa sont pris d'assaut. Maintenant, ceci dit, le taux de mortalité reste quand même contenu par rapport à la grippe habituelle. Et à mon sens, ça ne justifiait pas le lockdown des économies, de l'économie mondiale.
Donc à mon sens, on a effectivement affaire à un Coronagate, tout simplement. Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends tout simplement, on a affaire au casse du siècle. Et j'irai même plus loin, on n'a pas affaire au casse du siècle, puisque vu que c'est mondialisé, notamment au niveau des économies occidentales, on a à mon sens affaire au casse du millénaire, tout simplement. Alors je vais m'expliquer, hein. Pourquoi? Parce que sans rentrer dans des considérations où on n'a pas de preuves chargé de constater qu'il y a un virus qui sort, voilà. Et puis en se basant sur des modèles universitaires douteux, eh bien, on a dit oui, c'est une pandémie mondiale, il va y avoir des millions de morts, ce qui à l'heure actuelle n'est pas vrai. Alors on va dire c'est la mise en place du confinement. Moi je suis moyennement d'accord là-dessus, parce que quand on regarde la qualité du confinement en France, laissez-moi rire, on va doucement rigoler, hein. Je pense que dans les banlieues, l'économie fonctionne toujours bien. Hein, les mecs continuent à dealer le shit et compagnie, on va pas trop les faire chier parce qu'on sait très bien que déjà en temps normal, on a du mal à faire respecter les lois de la République. Alors là, je vous laisse imaginer le truc. Par contre, c'est sûr que pour choper le Pékin moyen dans la rue et lui coller 135 balles parce qu'il est sorti 3 fois plus que prévu, là, c'est quand même toujours plus facile. Mais quand on en revient à cette histoire de confinement, vu qu'on a affaire à un virus, soit on confine toute la population, soit on ne fait rien, parce que de toute façon, le virus, lui, va continuer à se répandre. Donc c'est quand même un foutage de gueule, comme d'habitude, à l'efficacité très limitée. Bon, donc ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que on a affaire à la base à un écran de fumée, tout simplement. Nos élites... alors, pour reprendre le truc depuis le début, on va dire que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a construit un monde en Occident qui repose sur la redistribution, donc c'est socialiste, hein, c'est socialisant. En clair, on prend le pognon des gens, de ceux qui sont productifs, pour le redistribuer à toute une... comment dire, à toute une frange de la population qui l'est beaucoup moins, hein, ou qui va profiter du système. Alors au début, ça fonctionnait bien parce qu'on était dans une civilisation qui était différente, d'une part. Ensuite, il fallait reconstruire, c'était les 30 Glorieuses. Donc il y avait beaucoup plus, effectivement, d'actifs que de gens qui allaient profiter de ce système. Mais là, on arrive au bout du bout. On a effectivement des parasites du haut qui vont toujours se gaver en vous balançant les discours que vous avez envie d'entendre pour être réélu. Et puis on a les parasites du bas qui ont bien compris comment fonctionnait le système et qui utilisent effectivement le système à leur avantage, hein, pour prendre de la monnaie au passage sans rien faire et sans participer vraiment activement au système. Mais entre les deux, vous avez une classe moyenne qui est laborieuse, hein, les gens qui sont rien, hein, dont une partie était sur les ronds-points pendant 2 ans le week-end, et puis une autre partie qui essayait de regarder son nombril en se disant que tant que l'eau ne montait pas jusqu'au niveau des naseaux, ça se passerait bien, même si ça touchait les autres. Alors là, cette frange de la population commence à couiner, parce qu'évidemment, là, ils sont directement concernés, hein, et c'est que le début. Mais bon, bref, donc ces gens-là, qui sont productifs, financent tout ce bordel, voilà. Alors on entend encore des trucs du style, moi je serais prêt à payer des impôts pour payer les soignants, etc. Donc ça, tout ça, c'est du pipeau. Du fric, il y en a à la base, parce qu'on a quand même un taux d'imposition en France de près de 70%. Donc ce n'est pas le problème du taux d'imposition, on est déjà surtaxé. Le problème, c'est la gestion, tout simplement. Quand on regarde les soignants, oui, il y a, même pour l'hôpital, il y a de la thune, hein. Le seul problème, c'est qu'on a une augmentation croissante de la technocratie, donc on va payer des fonctionnaires à rien foutre. Et on retrouve ça dans les autres corps de métier de la fonction publique, hein. C'est-à-dire les gens qui vous poussent du CERFA à longueur de journée, donc qui ne servent à rien, concrètement. C'est des gens qui seront au chômage, des improductifs, et puis qu'on met là pour... c'est du chômage déguisé, en fait, hein. Mais bon, c'est payé avec vos impôts, donc on a effectivement toute une base de fonctionnaires qui ne servent à rien. Et puis derrière, il n'y a plus de fric, effectivement, pour le matos et pour les soignants, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment au contact des malades, et c'est là où on aurait besoin d'argent. Et donc ça, on le revoit partout, à tout niveau, hein, au niveau de la fonction publique. Donc il est là le problème, c'est pas de payer plus d'impôts, c'est de gérer le truc beaucoup mieux. Mais comme on est dans un système socialisant, comme je le dis, qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, là on arrive au bout du truc. Pourquoi? Parce que même au niveau du système politique en place, c'est toujours la même chose. La corruption atteint des sommets, et puis vous avez des gens qui se gavent, hein, un maximum au passage. Et puis c'est comme ça que les républiques s'effondrent, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Eh bien, écoutez, oui, moi je pense que c'est le cas du millénaire, parce que
Moi, à mon sens, on a des élites qui ont profité de cette vague liée au virus, qui ont érigé ça en pandémie, puis ça a permis, effectivement, avec cet écran de fumée qui a été mis en place, eh bien, de masquer l'effondrement du système, hein, qui commençait déjà à s'opérer. Hein. Je ne vous refais pas toute la démonstration. J'ai déjà fait une vidéo sur comment dire, la crise qui venait, donc avant l'effondrement. Hein, je vous invite à vous y reporter. J'avais fait aussi une vidéo sur le problème bancaire, etc. Donc là, pour le coup, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein, c'est pas de notre faute, c'est une épidémie. Et donc, si ça s'effondre, voilà. Alors, rassurez-vous, quand il y a une bonne crise, eh bien, il y a un transfert de richesse, hein, qui s'opère. L'argent qui est perdu par certaines personnes, il n'est pas perdu pour tout le monde. Donc, il va dans la poche d'autres personnes. Et puis, à côté de ça, vous avez des hommes politiques qui, eux, évidemment, comme ils ne sont pas directement touchés par ça, hein, puisqu'ils sont payés avec l'argent public, de toute façon, eux, ça va toujours bien pour eux. Donc, ils vont surfer sur cette vague pour pouvoir en tirer des bénéfices, et puis évidemment pour pouvoir être réélu, et puis continuer à vous servir la soupe habituelle pour faire perdurer un peu plus le système. Voilà, donc ça c'est exactement ce qui va se produire là. Si vous voulez, la chute qu'il y a eu au niveau des marchés financiers, elle a été anticipée. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, on a des élites politiques aux États-Unis, y compris en Europe, a priori, qui ont vendu à la fois leurs actions, mais également leurs dettes d'État. Donc la dette d'État, les bonds, hein, comme je l'ai expliqué, qui traditionnellement est la valeur refuge en cas de crise financière. Là, ils ont tout liquidé, hein, même l'or a chuté à ce moment-là. Donc ils ont récupéré du cash, donc c'est une forme de délit d'initié, je pense. Hein. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez à la fois un rebond au niveau des actions. Il y en a qui commencent déjà à faire un petit peu le plein, avec des actifs qui sont pour le coup des cotés. Et en parallèle, vous avez effectivement une courbe du chômage aux États-Unis qui explose littéralement. Alors je vous mets cette image-là, hein, où vous voyez effectivement toutes les crises sur les 30 ou 40 dernières années, et vous voyez le pic de chômage qui s'affiche, qui est représenté par cette courbe, et là c'est historique. On a eu un pic, là, vous voyez le truc, là, le pic à glace sur la droite, eh bien, c'est les inscriptions au chômage aux États-Unis. Voilà. Alors, on a à la fois des actifs financiers qui augmentent, hein, et qui sont censés être le reflet de l'activité économique, hein, puisque évidemment, les entreprises, elles sont cotées en bourse, normalement, parce qu'elles font des bénéfices. Et de l'autre côté, vous avez l'économie réelle, donc vous avez effectivement ce pic de chômeurs qui se manifestent aux États-Unis. Alors ça va être un petit peu différent en France, parce qu'on n'a pas la même entre guillemets protection sociale, etc. Mais rassurez-vous, le boomerang, vous allez vous le prendre dans les dents aussi, très clairement. Donc en fait, on n'a pas affaire à un petit truc, on a affaire au casse du millénaire, comme je le dis, parce que derrière, eh bien, les actifs vont être ramassés à la pelle, et puis après ça va remonter, évidemment, hein. Mais de l'autre côté, vous allez avoir l'économie réelle qui va être impactée, et je vais vous expliquer comment, tout simplement. Eh bien, c'est pas moi qui ai écrit le scénario, ça a déjà été joué, hein, ça s'appelle Chypre et ça s'appelle la Grèce en 2011, tout simplement. Voilà, donc évidemment, tout le monde s'en battait les cacahuètes à l'époque parce que ça ne concernait que les métèques, hein, c'est loin, hein, c'est la Grèce, c'est pas nous, hein, même si c'est l'Europe, tant que... On voit bien le niveau de solidarité qu'il y a eu en France, hein, avec les gilets jaunes et puis la classe moyenne supérieure qui, tant qu'elle n'était pas touchée, on n'avait rien à foutre. Là, c'était pareil, hein, les Grecs, c'est loin. Le seul problème, c'est que ce qui leur est arrivé à eux va vous arriver exactement de la même façon à vous. Et pourquoi? Tout simplement parce que, qu'est-ce qu'on a observé? Une baisse des traitements des fonctionnaires et des pensions de retraite, hein, de 30%. Voilà, rien que ça. Et puis les défauts sur les remboursements des maisons, parce que les banques ont récupéré les baraques, hein, c'est exactement ce qui va se produire là, parce que, si vous voulez, tous les gens qui ont profité de l'effet de levier des banques pour pouvoir s'acheter des baraques déjà surévaluées, hein, parce qu'en France, je vous invite à vous reporter aux travaux de cet économiste, hein, Frigide, qui a défini que finalement en France on avait à peu près une surcote de 30% hein, des actifs immobiliers,
Donc ces gens-là ont acheté des actifs surcotés juste avant la crise, parce que évidemment il y avait les taux bas, donc c'était attractif, hein. Le seul souci, c'est que maintenant il va falloir rembourser et qu'il ne va pas y avoir de liquidité parce qu'on va rentrer dans une crise économique qui va être terrible, pire que celle de 1929, j'en suis convaincu. Et que derrière, eh bien, votre immobilier, pour l'instant, il ne vaut plus rien. Tout simplement parce que vous ne pourrez pas vendre, vous ne pourrez pas sortir. Il va y avoir une offre qui va être énorme. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir récupérer des liquidités. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage et qui ne vont pas pouvoir rembourser leurs biens immobiliers. Et si vous voulez, ça va faire mal, hein, tout simplement, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Grèce. Hein, à un moment, ils ont baissé légalement la zone tampon où on pouvait se retourner pour rembourser si on avait un problème. En 2 mois, vous ne pouvez plus. Eh bien, on récupère le bien. Voilà. Donc là, c'est compliqué. Si vous voulez vendre, même si vous voulez baisser le prix, si vous voulez, vous n'aurez personne en face. Hein. Alors, à moins que d'avoir de l'immobilier premium, vous avez quelqu'un qui est capable de mettre sur la table la liasse de billets, ou alors d'avoir un collatéral en face qui donne envie à la banque de le suivre. Eh bien, la plupart des gens en classe moyenne, si vous vendez une baraque de 400 000 euros et que vous baissez le prix à 250 000 pour être sûr de la vendre, en face, vous allez avoir une famille qui va essayer de faire un emprunt à la banque, qui elle-même sera peut-être dans une situation financière qui risque d'être plus ou moins précaire, ou du moins la banque en face va être beaucoup plus regardante pour pouvoir prêter l'argent. Et donc, on va avoir une mobilité au niveau des actifs immobiliers qui va être hyper limité, donc ça va être très compliqué. Donc ce qui s'est passé pour les Grecs va se passer de la même façon en France, hein, très clairement. Maintenant, tous ceux qui sont endettés pour pouvoir atteindre leur liberté financière, vous avez peut-être vu ça hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ouais, faites comme moi, atteignez votre liberté financière en vous endettant à mort pour acheter un immeuble de rapport, avec des taux bas, et puis vous mettrez des locataires dedans et vous serez tranquille. Là, vous allez être dans la merde aussi, tout simplement, parce qu'il va falloir trouver des locataires hein, pour pouvoir rentrer dans vos biens. Et puis surtout, à mon sens, comme on est quand même dans un état qui va virer de plus en plus marxiste, eh bien, les loyers vont baisser. L'État va faire en sorte que les propriétaires soient la variable d'ajustement et ils vont dire, non, vous pouvez pendant quelques mois peut-être ne pas payer de loyer, hein, voilà, mais ce n'est pas l'État qui va payer, hein. Il n'y aura pas d'aide au niveau des propriétaires. Donc si vous avez effectivement un remboursement, un prêt, vous avez intérêt à avoir des rentrées d'argent derrière pour pouvoir encaisser le choc, hein, tout simplement parce que si votre locataire ne paye plus le loyer et qu'il est protégé par le système politique en place pour ne pas payer, justement, vous allez être dans une merde noire, hein, très clairement, parce que vous devrez vous-même rembourser. Rajoutez à ça, effectivement, les impôts qui vont, à mon avis, continuer à augmenter, ces impôts qui vont peser sur le foncier et sur la taxe d'habitation, évidemment. Donc la situation, elle va être assez noire. Elle va être assez noire à ce niveau-là. Voilà, donc je vous invite hein, à vous reporter sur ces scénarios qui ont déjà été joués. Hein. Regardez la Grèce, regardez Chypre, et puis on y est tout simplement. Alors, quoi d'autre aussi? Oui, alors voilà, par rapport à ce confinement, avant la crise, on avait quand même une situation au niveau de la société en France qui était pas terrible, hein, la société hyper fracturée, hein, je vous apprends rien. On a bien vu effectivement les bobos qui regardaient d'un œil distrait la classe moyenne inférieure et la classe plus pauvre se faire dézinguer sur les ronds-points le week-end. On regardait aussi d'un œil lointain les soignants ou les pompiers qui se faisaient taper dessus parce qu'ils réclamaient des conditions de travail meilleures. Bon, là aujourd'hui on les applaudit, mais bon, ça va pas durer, hein. Donc cette classe, je veux dire, tout le monde n'a pas une mémoire tampon de 2 secondes comme un poisson rouge. Hein. Dites-vous qu'il y a des gens qui ont la mémoire, qui ont la mémoire longue aussi. Même si la plupart actuellement sont au front, entre guillemets, moi je suis persuadé que ces soignants se rappellent très bien du soutien et du non-soutien qu'ils ont reçu avant cette crise. Et donc les problèmes sociaux vont s'amplifier tout simplement. On voit bien qu'avec le lockdown, là, si vous voulez, c'est pas bon pour la civilisation. La civilisation, c'est une volonté au niveau de la société de coopérer. Et là, on n'a plus de lien. On n'a plus de lien avec la plupart des gens. Il n'y a que la suspicion.
hein, la suspicion. Vous allez faire vos courses, vous regardez le voisin et avec un air suspicieux, vous vous dites, putain, il est malade, peut-être qu'il va me refourguer la maladie. On voit des soignants qui reçoivent des lettres de gens bien intentionnés, hein, qui leur disent, non, non, restez à l'hôpital, ne venez pas infecter l'immeuble, hein. On revoit ressurgir effectivement tout le côté égoïste et qu'on a déjà observé dans d'autres périodes troubles de notre histoire, hein. Voilà, j'ai vu une vidéo humoristique entre guillemets, hein, où le type est là, il dit aux flics, regardez, il est sorti plusieurs fois aujourd'hui alors qu'il n'avait pas de raison. Et puis en haut de la rue, il y a des juifs. Voilà, donc c'est la délation à la française, c'est tous les bons sentiments. Donc ça, c'est pas bon du tout pour le lien social. Donc effectivement, en sortie de confinement, dans les mois qui viennent, ça va tanguer méchamment. Quand la poussière va retomber, la poussière de cette crise sur laquelle on surfait nos élites va retomber, on va se confronter à d'autres soucis, hein, voilà, un socle sociétal déliquescent et puis une crise économique derrière qui ne va pas être piquée des vers. Bon, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, ça va être chaud. On a comme d'habitude des élites qui ont surfé sur un événement pour asseoir leur pouvoir et puis survivre, hein. Alors si j'élève un petit peu le débat par rapport à ça, pourquoi? Tout simplement, comme je le dis, ce système se pétait la gueule. Donc l'intérêt derrière, eh bien, c'est de fédéraliser un peu plus l'Europe, hein. Donc on avait déjà un système qui était déjà antidémocratique, eh bien on va pousser la logique un peu plus loin, hein, tout simplement. Et puis on essaye de mettre un petit peu à genoux l'Allemagne, notamment avec les Corona Bonds, donc c'est-à-dire pour fédéraliser les dettes. Et puis derrière, peut-être qu'on va pousser la monnaie électronique aussi, comme ça on aura tout le monde sous la même coupe. Ça va être beaucoup plus facile de vous taxer. Vous aurez vos avoirs en banque, donc on peut descendre à moins 4, moins 5% en taux négatif, et là vous ne pouvez pas sortir la thune, puisque c'est effectivement un actif, ça va être de la monnaie dématérialisée, électronique, donc là il n'y a pas moyen de se mettre hors système. Enfin ça c'est le scénario de nos élites, hein, tout simplement. Aux États-Unis, on sait très bien que c'est fait pour essayer de sortir Trump du bureau ovale. Voilà, alors quelle va être la réaction dans les mois à venir? Eh bien, s'ils arrivent à mettre en place ce système, on va déjà observer une réaction des gens, parce que les gens ne sont pas complètement cons, hein. Si ils sont pris en otage par rapport à la monnaie, il y a d'autres systèmes qui vont se mettre en place. On voyait que c'était déjà une tendance qui se développait avant la crise, des sites comme Le Bon Coin où on essaye de revendre des choses, où on essaye d'échanger des biens et des services contre des biens et des services, donc en sortant un peu de la monnaie. Grosso modo, c'est le système barter qui se met en place, hein, et ce qu'on avait vu déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est-à-dire je vais vous donner une bouteille de gnôle et puis vous me filez une paire de chaussures, hein, des choses comme ça, pour essayer de sortir de l'échange marchand classique où l'État a sa dîme à récupérer, hein, tout simplement. D'ailleurs, on le voit déjà au niveau des pièces d'argent et des pièces d'or, on n'en trouve plus du tout en Europe parce qu'il y a eu des consignes qui ont été données en lieu pour ne plus vendre aux particuliers, hein, mais en parallèle de ça, évidemment, les gens se sont rués sur les pièces d'argent et les pièces d'or. Pourquoi? Parce qu'après, ils peuvent s'en servir comme monnaie parallèle, hein, pour échanger, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est un système qui s'est mis en place dans d'autres périodes de l'histoire, hein. Au Japon, dans le Japon ancien, pendant 600 ans, il n'y a pas eu de monnaie, hein, à un moment, puisque les empereurs avaient tellement dévalué que il n'y avait que les biens vraiment tangibles qui s'échangeaient, c'est-à-dire le sac de riz ou la soie, tout simplement, ou alors quelques pièces qui venaient d'autres contrées plus solides, hein, comme la Chine ou la Corée. Donc voilà, s'ils mettent ça en place au niveau européen, eh bien, on va revoir le marché noir avec des échanges directs de biens et de services, avec des biens tangibles, hein, tout simplement, pour sortir de la monnaie. Et puis, ça continuera à craquer, tout simplement, parce que quand on voit les pays de l'Est, en Bulgarie, on a une monnaie qui est traditionnellement adossée aux marques allemandes, hein, et donc ils n'ont pas l'euro, eux, donc je ne pense pas qu'ils vont prendre l'euro. On voit bien déjà au niveau de la Hongrie que Orban s'est fait voter les pleins pouvoirs, donc à mon sens, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un dictateur, malgré ce que la presse de gauche dit. Moi, je pense que plutôt qu'il fait ça pour pouvoir faire un contrepoids vis-à-vis de ce qui se met en place en Europe, c'est-à-dire un système qui se durcit, tout simplement, hein.
Il faut comprendre que les systèmes qui sont en bout de course ont tendance à se durcir de plus en plus, hein, et c'est ce qu'on a observé ces dernières années, notamment avec l'élection d'Emmanuel Macron, hein, tout simplement. Hein, tout le monde, enfin ceux qui ont voté pour lui, parce qu'il était jeune, dynamique, ou qui soi-disant étaient de droite pour le libéralisme, bon, se sont bien fait enfler. On voit bien qu'il y a un durcissement qui s'est opéré de plus en plus, y compris physique. Hein. Donc ce système européen qui bat de l'aile par ailleurs va forcément tendre à se crisper et à se durcir. Et malgré tout, ça ira vers un effondrement. Parce que ça ne peut pas en être autrement, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Je vais un petit peu loin, hein, dans les scénarios et dans la ligne du temps, hein, c'est pas pour demain. Hein. Mais forcément, on va observer, les peuples n'en voulaient déjà plus, donc il va y avoir une forte résistance. Et à terme, eh bien, ça va se traduire par des... parce qu'on voyait déjà dans la rue en France, hein, par les gilets jaunes, sauf que le gilet, il va être d'une autre couleur, hein, il va devenir rouge, voire peut-être il va peut-être même devenir brun, hein, parce que c'est toujours comme ça que ça se traduit dans la vraie vie, et donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, d'où l'utilité de cette armée américaine, hein, de 20 000 GIs, là, actuellement, qui est cantonnée sur le territoire européen, et là, il pourrait servir. Alors on a eu déjà d'autres précédents dans l'histoire, hein. On a eu l'empereur Justinien, hein, qui, à force de lever des impôts pas possibles, eh bien, a eu à faire face à une rébellion terrible. Et puis sa femme, hein, qui est toujours l'avenir de l'homme, lui a donné cette idée faramineuse à un moment d'utiliser des mercenaires extérieurs, parce qu'évidemment, même à ce moment-là, il avait utilisé son armée, hein, au début, et puis comme l'armée à un moment en a marre de taper sur ses frères, sur sa famille et sur ses potes, eh bien, l'armée se met du côté du peuple. Et à ce moment-là, eh bien, c'est quand même toujours plus facile de payer effectivement une armée extérieure pour pouvoir instaurer et rétablir l'ordre. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Je crois que c'était une armée de l'Europe de l'Ouest, hein, qui a été payée. Alors à l'époque, en pièces d'or sonnantes et trébuchantes, et ça s'est soldé par 30 000 morts, voilà, tout simplement. Donc, parce que, oui, une armée extérieure n'a rien à foutre de taper sur des gens étrangers, hein, au final. Donc, c'est ce qu'on pourrait observer dans un avenir plus ou moins proche en Europe. Voilà. Donc, je récapitule un petit peu. On a effectivement une crise sanitaire qui est due à un virus qui est quand même virulent, mais qui présente un taux de mortalité relativement contenu. Nous avons des élites, entre guillemets, qui surfent depuis des dizaines d'années sur un système socialiste qui est à bout de course. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de thunes, hein, donc le socialisme ne fonctionne qu'avec l'argent des autres, mais là ça commence à s'épuiser. Ce système commençait à se durcir de plus en plus, on l'a vu en France avec les gilets jaunes. On voit effectivement aux États-Unis que tout est fait pour pouvoir virer Trump, pour pouvoir rester entre soi, puis continuer à se gaver sur le dos du Pékin moyen qui travaille et qui est productif. Donc ce système se durcit. En Europe, la construction européenne antidémocratique commençait déjà à battre de l'aile. Les Anglais se sont cassés juste à temps. Mais bon, les Italiens commençaient aussi à avoir des velléités de sortir. Bon, c'est compliqué. Là, ce système, on a utilisé cette crise pour pouvoir le renforcer, donc il va se durcir de plus en plus. Maintenant, on va se prendre la porte de saloon dans la tronche parce que évidemment, la crisounnette sanitaire, eh bien, elle va faire place à une énorme crise économique très difficile, et que derrière, les mouvements sociaux n'auront pas fini de surgir, hein. La couleur du gilet jaune va se transformer en autre couleur qui va être beaucoup plus, beaucoup plus vive, on va dire celle-là. Et puis derrière, eh bien, peut-être qu'il faudra effectivement l'aide d'une armée extérieure pour pouvoir se mettre en face et pour pouvoir maintenir l'ordre, tout simplement, comme ça s'est déjà produit à d'autres périodes de l'histoire. Alors sur ce, j'ai envie de vous dire, ouais, certains ont détourné la tête à l'époque de ce qui arrivait à Chypre et de ce qui arrivait aux Grecs. Ils ont continué à détourner la tête lorsqu'on a eu l'épisode des Gilets jaunes. Ils ont aussi détourné la tête
quand il y a eu les pompiers, les soignants qui réclamaient à corps et à cri un peu plus de moyens. Et puis bah, là, ils ne pourront pas détourner la tête parce que bah, là, l'eau est montée jusqu'à leurs propres narines. Hein, donc il va falloir maintenant faire face au truc. En envisageant eh bien, tous ces scénarios dans les mois qui viennent. Voilà, alors donc je vous dis bon courage et puis bah, on va se tenir au courant du développement ultérieur de ces affaires. Hein. Allez, je vous dis à plus, ciao.